Cleveland est le roi démon le plus fort, craint par tous les humains, et son seul objectif est d'effacer l'humanité pour de bon. Mais tout change le jour où il trouve un bébé humain, et fait un choix qui choque même lui. À partir de ce moment, Glenn cache son pouvoir, et commence une nouvelle vie. Faire semblant d'être un perdant régulier, élever l'enfant en plein milieu du monde. Il a juré une fois de détruire. Mais combien de temps peut-il cacher sa vraie nature? Alors que l'histoire commence, nous voyons une jeune fille marcher avec son père à la ferme. Quand ils finissent, il l'appelle pour le suivre à la maison. Elle erre dans la maison, passe une carte d'Enzi, et remarque quelque chose d'étrange. Juste après le bord de la carte, il n'y a que des espaces sombres, juste le continent puis l'obscurité pure, alors elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi. Curieuse comme toujours, elle se tourne vers son père et demande ce qui est au-delà de leur ville, une question même qu'il ne peut pas répondre. Il voit la curiosité dans ses yeux, et veut lui donner une réponse, mais il ne peut pas, parce que la vérité est qu'il ne sait pas non plus. Alors il lui dit que chaque humain, tout comme elle est née en voulant en savoir plus, mais chaque fois que quelqu'un essaye d'entrer dans cette obscurité, il se termine par une catastrophe. Il explique que dans ces terres sombres, il y a 4 démons, chacun garde le ouest-est. Au nord et au sud de Letty, chaque équipe s'est sortie pour voir ce qui se trouve au-delà, a été anéanti, complètement détruit. Elle est choquée d'entendre ça, et se demande si c'est vraiment si dangereux, mais ça ne change pas ce qu'elle ressent. Son père lui dit que jusqu'à ce que les démons soient partis, personne ne peut découvrir ce qui existe. Chaque problème devrait avoir une solution, mais celui-ci semble impossible. Puis il explique que seuls les héros avec des trésors spéciaux ont une chance. Seulement ceux avec ces armes légendaires peuvent affronter les démons. Et jusqu'à ce que le vrai héros apparaisse, personne ne peut gagner au lieu de lui faire peur. Cela la rend plus excitée. Elle rêve d'être un héros, de riposter si elle peut obtenir l'épée de cachet. Elle pourra rejoindre le combat. Quand les héros gagnent, ils verront enfin le monde au-delà de la carte, et découvrir ce qui se cache dans ces endroits sombres. Des années passent, et Alicia grandit. Elle n'est plus un enfant. Elle est maintenant l'un des héros choisis. Elle ouvre les yeux dans le camion, cela la transporte au bord de la ville. Elle saisit la chaîne autour de son cou, et dit à son père. Le moment est venu, et elle est prête à se battre pour sa ville. Et elle n'est pas seule, d'autres héros partent avec elle. Alors que le voyage continue, le groupe commence à parler, et se présenter lentement. En cours de route, il y a quelques chiffres notables parmi eux, comme marqué, qui porte le trésor d'Utopie d'or. Et dit simplement, il ne sait pas d'où il vient. Ils regardent tous Alicia, et lui demandaient de se présenter, clairement surpris de voir une femme parmi leurs rangs, mais Alicia ne prend pas la peine de répondre, ou dire un mot sur elle-même. La voiture continue de rouler, jusqu'à ce qu'ils atteignent le bord du territoire, où Stephen connaît pour manipuler le trésor Pegasus, avertit le groupe qu'il se rapproche. Certains des autres chuchotent tranquillement entre eux, que Stephen est, en fait, le plus fort de tout le groupe. C'est pourquoi il agit comme s'il était le leader. Soudain, la voiture s'arrête. Et le conducteur leur dit qu'il ne peut pas aller plus loin, tout le monde se prépare à descendre. Mais avant même qu'ils ne mettent les pieds sur le sol, une attaque soudaine des démons les attrape au dépourvu. Et dans le chaos, plusieurs conducteurs sont tués, tout de suite. Stephen crie pour que tout le monde sorte et riposte. Ils se précipitent tous, et Stephen divise immédiatement l'équipe en petits groupes. Les archers et les lancers sautent rapidement en action, alors que Stephen dit au reste qu'il va faire équipe avec Alicia, prendre les ennemis restants. Alicia, portant le trésor de la déglutition rocheux, rejoint Stephen dans la bataille. Elle est puissante et charismatique. Mais ce qui se démarque le plus est à quel point elle est nette et consciente de tout. Se produisant autour d'elle ne manque jamais de détails. Ensuite nous voyons ça, debout sur une monture devant eux, et l'un des seigneurs démoniaques, il commence à parler du monde né du chaos. Il admet que si le monde lui-même est né du chaos, alors il doit être aussi bien et peut-être qu'il a raison. Les combats deviennent encore plus intenses, comme tous les héros sautaient, et se frayaient un chemin à travers les collines, et sur un terrain rocheux, se dirigeaient vers le sommet de la montagne. Stephen, excité et prêt pour le défi, est déterminé à être à la hauteur de sa réputation. Comme le plus intelligent d'entre eux, il dit au groupe que, aujourd'hui est le jour où ils seront reconnus comme de vrais héros, et ils doivent prouver à tous ceux qui les ont choisis, qu'ils sont vraiment assez forts. Enfin, quand ils atteignent la montagne Luna, le seigneur démon s'avance, et se montre. Il a l'air à la fois magnifique et terrifiant en même temps, avec une peau moelleuse blanche, et un regard perçant qui rend tout le monde mal à l'aise. Ce sont des clevettes du clair de lune, le souverain de l'extrémité de l'éthique. Stephen est momentanément jeté, et même il admet à quel point cet ennemi est vraiment effrayant. Mais malgré la peur, c'est exactement ce qu'ils sont venus. Ils sont ici en mission, ils ne sont pas seuls et ensemble. Ils sont déterminés à faire de la légende une réalité. Mais tout comme Stephen s'approche pour attaquer, Clevetts lance soudainement une frappe à distance, lancer Stephen dans le côté de la montagne, et le tuer instantanément. Et malheureusement c'était la fin de Stephen. Tout le monde est congelé, et choqué comme l'enfer, parce que Clive ne bouge même pas un pouce, et Stephen est déjà mort. L'un des autres héros essaye d'intensifier et prendre en charge, crier à tout le monde de se réunir,
et de riposter, mais Alicia ne se précipite pas. Comme le reste. Elle scanne la montagne, à la recherche de tout ce qui pourrait leur donner un avantage. Alors que les héros se rapprochent de Clévétas, ils les coupent les uns après les autres. Sans faire un seul pas, Alicia découvre rapidement ce qui se passe. Elle crie aux autres les avertir. Cette Manivection attaque avec les ombres. S'ils veulent survivre, ils ont besoin de rester loin de l'ombre. Le groupe hésite, ne sait pas quoi faire. Mais Alicia n'attend pas. Elle commence à sauter à travers la montagne, et courir aussi vite qu'elle le peut. L'ombre la suit, et elle est la première qui voit l'attaque à venir, et parvient à riposter. Les yeux de l'intelligence s'allument de surprise. Peut-être que cette bataille ne sera pas aussi facile que les autres. Il a combattu avant, mais toujours. Ça attire son attention, c'est l'humanité. Et depuis 1000 ans, il n'a pas fait face aux humains. Mais de ce dont il se souvient, ils doivent être faibles, aussi fragiles que les insectes. Pourtant, ce qu'il voit maintenant est différent. Ils sont forts, ils sont en mission, et rien ne semble briser leur détermination. Il ne peut pas vraiment comprendre ce qui les pousse, mais il veut comprendre. D'où leur force vient de... Les guerrieros se battent avec tout ce qu'ils ont, mais Clévétas les bat tous. Finalement, Mélisha est la dernière à tomber. Alors qu'elle envoyait voler dans les airs, elle ferme les yeux en acceptant son sort. Elle s'excuse auprès de son père pour ne pas réaliser son rêve. Mais tous les rêves ne sont pas censés se produire, et le sien est l'un de ceux qui n'étaient tout simplement pas censés être. Pendant ce temps, dans Capital Hydrate, le peuple du royaume caché parcourait leur vie quotidienne, ignorant le danger qui approche. C'est alors que Clévis éclate de la montagne, à l'extérieur de la ville, la panique se propage au fur et à mesure qu'il apparaît, tout le monde dans la ville est terrifié. Mais Clévis n'est pas intéressé à les blesser, il est seulement curieux de savoir ce qui motive ces gens. Il se souvient que ceux qui l'ont attaqué s'appelaient des héros envoyés par le roi de Hayden. Et maintenant il prévoit de se frayer un chemin vers le palais. Pour atteindre le roi, les villageois paniquent et courent pour la sécurité, pendant que les chevaliers se précipitent en action, faire ressortir leurs archers pour lancer une attaque, mais Clévitas ne les attaque pas en retour. Au lieu de cela, il plane au-dessus des toits, se dirigeant directement pour le palais, déterminés à découvrir ce qui est au cœur de leur résolution. Les chevaliers renforcent la sécurité des portes du palais, et tirent une volée de flèches à Clévis, mais aucun de leurs coups de feu ne vient de le frapper. Ils regardent leurs attaques imperturbables, et réalisent rapidement, ils ne sont pas aussi forts qu'ils s'attendaient, ils sont toujours faibles, et rien qu'ils font ne peut lui faire du mal. Avec un seul swing de son bras, il brise le mur du palais au sol. Les chevaliers réalisent rapidement, la situation est hors de leur contrôle. Alors l'un d'eux se précipite pour avertir le roi, que le roi démon a attaqué. Le roi ne semble pas surpris. Pour que le roi démon tombe pour atteindre la ville, il ne peut y avoir qu'une seule raison pour laquelle les héros ont échoué. Il s'élève de son trône, et se déplace vers la seule chose qu'il a laissée, pour protéger la lame légendaire de Hayden Mana Hyderit. Le chevalier insiste sur le fait qu'un démon a envahi la ville, et ne peut pas être arrêté, exhortant le roi à se cacher. Mais si le démon est vraiment imparable, les raisons royales pour lesquelles il est inutile de courir. Parce que peu importe où il va, le démon lui trouvera les chevaliers. Continuez à se battre. Lancement du feu et des flèches à Clévitas, mais il sait que rien de tout ne fera une différence. Toujours, il se souvient comment l'épée d'Alicia a réussi à le blesser. Même si juste un peu. Cela prouve que si les humains ne sont pas contrôlés, ils peuvent éventuellement devenir plus forts et devenir une menace. Il n'a jamais abordé le territoire humain, mais maintenant ils sont après sa terre. Et pour lui, c'est une raison suffisante pour riposter. Le roi s'approche de la porte pour défendre la lame sacrée. Mais comme il l'ouvre, Clévadès apparaît juste devant lui. Avec un regard sur la couronne et les vêtements, Clévadès sait instantanément qu'il fait face au roi. Il l'appelle en parlant un langage humain clair, et cela jette le roi. Parce qu'un démon ne devrait pas pouvoir parler comme eux, le roi est choqué de demander comment une putain de bête comme lui peut même parler leur langue. Une Clémentie lui dit juste de regarder sa bouche sale, parce que il est le seul à avoir le pouvoir de sauver l'humanité. Voici quelques questions, et les réponses du roi décideront si toute l'humanité survit ou est anéantie par toute l'humanité. Clémétis ne signifie pas seulement les gens de Hayden, mais aussi ceux de l'Orgate de Dain. Sladen et Benti, ces questions sont directes. Qui sont les humains, ce qui définit leur caractère? Quelle est leur vraie motivation? Et pourquoi veulent-ils attaquer le royaume des démons? Le roi refuse de donner des réponses à un démon, et dit seulement qu'une bête ne pourrait jamais comprendre. La soie ne se soucie pas de demander à nouveau, et il enlève simplement la tête du roi. Clavit se détourne. Convaincu maintenant que les humains sont une menace et doivent être anéantis, il décide que pour détruire toute l'humanité et rencontrer une équipe à ses côtés, il est prêt à prendre son temps à le construire. Alors qu'il s'en va, le son d'un bébé qui pleure attire son attention. Aller à proximité est une mère à peine vivante, tenant son enfant avec le dernier de sa force. L'intelligence se rapproche sans intérêt au début, quand il voit c'est juste un bébé humain, mais alors la mère parle. Elle le supplie et le plaide pour sauver son enfant. Il est surpris, et se demande si elle sait même qui diable elle demande, parce qu'elle supplie, la source même de la souffrance de son peuple, et lui dit directement qu'il est là pour détruire l'humanité, et si elle a besoin de blâmer quelqu'un pour la mort du bébé, elle devrait blâmer l'enfant d'être né humain.
Mais la femme mourante refuse de reculer, et insiste que aucun enfant ne peut jamais choisir ce qu'ils sont nés comme. Il s'en moque. Mais toujours, il lui dit si elle veut qu'il épargne le bébé, elle devrait lui donner une raison. La femme qui manque de force dit qu'elle ne peut pas prouver la valeur de l'enfant maintenant, mais elle est certaine que l'enfant le prouvera quand grandira. Et avec ça elle meurt. Klevedi ramasse l'enfant, et il n'est pas convaincu, mais comme elle était si sûre, il décide, il attendra et verra si cet humain est différent. Après tout, il ne lui faudra pas longtemps pour regarder un enfant grandir. Ailleurs dans ce royaume massif, nous apprenons qu'il y a 5 races humaines. Vivre dans le monde en premier sont les Dains. Les plus nombreux viennent les Orgites, connus pour leur bravoure et les cornes sur la tête. Ensuite, il y a le Slyden, la lame, qui sont principalement introvertis et n'interagissaient pas beaucoup avec les autres. Après cela, la Benti, qui ressemblent beaucoup à des bandits démoniaques, mais ont une force incroyable. Enfin, il y a les Aininn, le plus ancien et le plus mystérieux et le plus sage de tous. Ils ont une capacité unique à fabriquer des armes à partir du site arcanique. Mais seule la famille royale connaît la technique secrète. Parce que la sagesse est ce que les Idinéens apprécient le plus, ils ont passé des années à vendre leurs armes aux Dains. Ces offres ont conduit à toutes sortes d'aventures, et des partenariats entre les deux races, résultant en beaucoup de lignées mixtes. Les Idinéens encore purs sont extrêmement rares, et en dehors du royaume massif, où toutes ces courses vivent, les bêtes sombres sauvages parcourent la terre. Ensuite nous voyons dans les montagnes de Luna, la bête à 9, Klevedi repousse un paquet de petits monstres, qui sont sur le point de engloutir le bébé, terrifié et impuissant. Le bébé enfonce en larmes, et Klevedi est honnêtement inquiet. L'enfant ne durera pas longtemps. À ce rythme, il enroule sa queue autour du bébé. Essayez de comprendre comment obtenir cette bouche forte. Se calmer un instant. Il place le bout de sa griffe sur la tête du bébé. Et juste comme ça le bébé s'endort. Veille sur l'enfant que Klevedi se pense. Ce n'est qu'une question de temps. Avant que l'enfant ne laisse tomber une bombe de merde, bien sûr pas longtemps après, le bébé se réveille, commence à gémir et comme prévu, rend un gâchis ennuyé. Test intelligent, tire l'enfant et se dirige pour résoudre le problème. Et le mieux qu'il puisse trouver, jeter l'enfant dans une putain de fosse. Mais ce n'est pas aussi mauvais qu'il y paraît, parce que c'est juste une fosse pleine de bugs, inoffensifs qui mangent réellement de la merde. Et tandis que les insectes creusent dans le délicieux repas, Clantes laisse entendre son idée ridicule, que les humains, atteindre censément à l'âge adulte en une question de nuit, il repense à l'endroit où il a trouvé le bébé, et réalise, il ne sait même pas qui est vraiment ce gamin. Et il blâme son propre cœur doux, pour avoir fait demi-tour, pour ramasser l'enfant en premier lieu. Mais il est trop tard pour les regrets. Maintenant, il est coincé avec un bébé humain, et sa fierté en tant que seigneur des bêtes noires ne le laissera pas déposer l'enfant nulle part. Alors il décide qu'il devra juste élever l'enfant lui-même, mais il n'a aucune idée de ce qu'il diable faire ensuite. Il sait qu'il ne peut pas élever l'enfant seul, parce que les humains ont besoin de manger, et il n'a aucune expérience avec ça. Pensant vite, il regarde les corps laissés pour compte, de la récente bataille, et décide de relancer Alicia. Alors, nous voyons que le père d'Alicia a été tué par des bêtes sombres. Et c'est pourquoi elle a dirigé une armée, pour se venger du seigneur des bêtes noires. Mais cela ne s'est terminé que par une tragédie pour elle et son équipe. Maintenant, avec les pouvoirs sombres de Clevidus, Alicia reçoit un deuxième coup de vie à la vie. Au moment où elle se réveille, elle essaye de riposter, mais remarque rapidement son épée, et les corps de ses camarades ont disparu. Clevidus lui dit presque se vanter, qu'il l'a ramenée à la vie, en utilisant sa sombre puissance, alors elle est fondamentalement un cadavre de marche. Maintenant, après avoir entendu ça, elle se regarde, stupéfait et horrifiée. Mais ensuite, elle est plus confuse quant à la façon dont diable Clevitas parle si bien leur langue, mais alors au fond, elle est encore un peu soulagée de réaliser, elle est la seule qui reste vivante. Droite. Puis Clevitas ordonne à Alicia de révéler ses sacs amusants. Choquée, elle pense immédiatement, le seigneur des bêtes noires fait une sorte d'avancée perverse sur elle. Et son esprit commence à se déchaîner, mais avant qu'elle ne puisse réagir plus loin, il interrompt ses sales pensées et explique. C'est parce que le bébé a faim. Il lui ordonne d'abandonner l'armure et de sortir ses melons. Maintenant, et parce qu'il a utilisé la magie noire pour la raviver, elle est obligée d'obéir, même si elle est frustrée et gênée. Elle soulève lentement son haut, et fait ce qu'il a demandé, seulement pour découvrir que sans surprise, elle n'a pas du tout de lait. Clovis est complètement surpris, mais Alicia est toujours ennuyée, lui explique que seules les femmes qui ont accouché peuvent produire du lait embarrassée par toute la situation. Elle le supplie de terminer sa vie, mais il l'ignore pendant qu'ils se disputent. Le bébé recommence à pleurer. Et au lieu de résoudre le problème, les deux finissent par discuter de la façon dont Clémentis même trouvait l'enfant en premier lieu. Fatigué de la conversation inutile, Clégété lui ordonne de trouver un moyen de nourrir le bébé. Même si Alicia ne sait rien de l'éducation d'un enfant, elle admet, ils ont besoin d'une femme qui peut réellement allaiter le bébé. Le problème suivant est comment en trouve-t-il un? Alors elle lui dit qu'ils doivent embaucher quelqu'un, mais cela nécessite de l'argent et de la chape. Bien sûr, il est complètement fauché. Mais Alicia souligne que, avec tout le site d'Arcana dans la grotte, il pourrait facilement gagner de l'argent. Pendant qu'il réfléchit,
Alicia envisage de l'attaquer. Mais sans arme, elle n'a pas d'autre choix que de rester. Après une pause rapide, Clévide accepte de trouver une femme qui peut nourrir le bébé. Il est sur le point de quitter la grotte. Quand Alicia souligne l'évidence, il ne peut pas simplement entrer en ville dans sa forme actuelle, parce qu'il a terrifié tous ceux qu'il a vus. Alicia propose alors de prendre le bébé elle-même, mais Clévide refuse de laisser l'enfant sortir de sa vue. Alors à la place, il se transforme en la forme d'un garçon humain. Alors que son déguisement est assez convaincant, ses 9 queues brouillent encore derrière lui. Il tire rapidement la queue dans une ombre en dessous, mais une petite corne reste sur sa tête. Ne pas remarquer le klaxon, Clévitas est satisfait de son déguisement, et Alicia décide judicieusement de ne pas dire un mot à ce sujet. Avant qu'ils ne partent, Clévitas décide qu'ils ont besoin de noms. Il choisit Clint pour lui-même, et donne au bébé le nom Luna. Ce n'est qu'alors qu'il prend la peine de demander à Alicia quel est son nom, et elle lui dit enfin. Après cela, ils se dirigent tous vers une petite rivière à proximité. Une fois là-bas, Alicia prend le travail de baignade. Au milieu de ça, Glenn l'interrompt constamment, mais elle continue jusqu'à ce que Luna finit par faire pipi dans son visage. Glenn ne manque pas une chance de critiquer, agir comme la belle-mère la plus ennuyeuse du monde. Il nitpique tout ce qu'elle fait, de la façon dont elle lave le bébé, à la façon dont elle l'enroule, même en montrant sur les endroits où elle devrait se concentrer, tout en nettoyant une fois qu'Alicia est terminée. Elle est épuisée mais, Glenn pense en fait le caca, manger des insectes a fait un meilleur travail qu'elle ne l'a fait. Il quitte la rivière et se dirigeait vers l'ancien camp d'Alicia, seulement pour le trouver vide. Alicia explique que son groupe a caché leurs objets de valeur ailleurs avant l'attaque. Ils sont partis pour la cachette, mais Clint l'a fait s'arrêter pour se nettoyer en premier, parce qu'elle pue aussi. Il lui tend les vêtements sales du bébé, et lui dit de les laver aussi. En faisant ça, Alicia remarque la crête des Idéniens, famille royale sur le tissu, et elle se rend compte que le bébé est en fait la royauté. En même temps, dans les ruines du château, un soldat solitaire traverse l'épave, recherche de survivants. Il est choqué par la dévastation laissée par le Seigneur des Ténèbres, et se souvient que la princesse de la Couronne avait prévu d'échapper au royaume avec son enfant, avant que le désastre ne frappe. Il maudit la folie du roi pour détruire le royaume, mais s'accroche toujours à espérer que quelqu'un s'ait fait vivre, vivant. Pendant ce temps, le général Drell et ses hommes surveillaient les restes du royaume de Ibmian. Drell commande rapidement un de ses soldats pour informer l'empereur, avertissant que s'il ne revendique pas le terrain maintenant, une autre course les battra. Il est principalement intéressé par les secrets de l'arc-en-psyche, fabrication, une technique connue uniquement de la famille royale de l'Hydrène. Alors qu'il revient pour rassembler son armée, il raconte son second commandant, Ménard, pour chasser les survivants avec du sang royal, et les apporter directement. De retour avec notre famille heureuse, nous voyons Alicia affronter Clint, rancer le tissu à Crète, et l'accusant d'avoir kidnappé un enfant. Avec Royal Blood, Clint est stupéfait d'entendre cela, parce qu'il ne savait honnêtement pas. Il dit à Alicia que quelqu'un, qui ressemblait exactement à la forme humaine qu'il utilise maintenant, était celui qui lui a tendu l'enfant. Alicia n'achète pas son histoire pendant une seconde. Mais Clint la coupe et admet qu'il a tué le roi, parce que le roi l'a attaqué en premier. Il l'avertit maintenant. Beaucoup de gens chercheront l'enfant, en espérant obtenir le secret de l'arcane, dit l'artisanat. Maintenant qu'il sait que l'enfant est royal, Clint est déterminé à l'élever en tant que roi. Planifié de contrôler les choses dans les coulisses, Alicia ressent un froid, parce qu'elle a peur de l'idée que Clint pense à Luna comme son serviteur. Elle se demande soudainement si, en révélant la véritable identité de Luna, elle n'a fait qu'aggraver les choses. Clint interrompt alors ses pensées, lui rappelant qu'ils ont encore besoin de trouver une femme avec du lait pour nourrir le bébé. Alors qu'il partait, Alicia essaye de se rassurer que les humains n'accepteraient jamais Glenn. Surtout les cornes qui sortent de sa tête. Mais alors, elle se souvient que les orgites ont des cornes similaires, ce qui pourrait permettre à Glenn de se fondre facilement. Alicia est toujours convaincue. Les humains finiront par le comprendre et arrêter tout ce qu'ils prévoient. En même temps, elle se rend compte à quel point Clint est obsédé avec Luna, et la pensée de Luna étant blessée ou perdue la terrifie. À partir de ce moment, Alicia décide, elle doit faire tout ce qu'elle peut pour protéger Luna, peu importe quoi ou l'humanité disparaîtra. Sur la route, le groupe est soudainement attaqué par des bandits. Le premier coup atterrit carré sur la tête de Glenn. Alicia suppose que les bandits ordinaires ne devraient pas être un problème pour le Seigneur des Bêtes Noires, mais à son choc, Glenn s'effondre au sol. Saignement fortement paniqué, Alicia crie comme une fille ennuyeuse, seulement pour être frappée derrière elle. La frappée froide, elle est stupéfaite par la faiblesse qu'elle est faible, même avec la magie noire de l'intelligence en elle. Quelque temps plus tard, Alicia se réveille momentanément désorientée, comme si elle était entourée de ses propres soldats, en mission d'attaquer Clévette. Mais avant qu'elle ne puisse se mettre à l'aise dans sa rêverie, Glenn lui claque pour se réveiller. La réalité s'installe. Ils ont tous deux été capturés par les bandits, et Glenn sourit à ce sujet. Il remarque qu'ils sont tous fourrés dans le bandit chariot merdique, emballé plus fort qu'une boîte de sardines, avec un tas d'autres pauvres salauds qui ont également été capturés. Et d'une manière ou d'une autre,
Clint est juste refroidi avec Little Luna dormir paisiblement dans ses bras, un sourire stupide enlacé sur son visage. Cela fait monter en flèche l'anxiété d'Alicia. Elle jette un coup d'œil à Luna dormant tranquillement et demande à Clint comment diable il a réussi à calmer l'enfant. Clint répond que Luna pleurait bien plus tôt, mais grâce au doux balancement de la voiture, elle est calme maintenant. Alicia pousse son chemin devant les autres captifs misérables, jusqu'à ce qu'elle soit assez proche pour chuchoter brusquement à Glenn, exigeant de savoir pourquoi il, le roi démon légendaire du dur à cuire, se laissait se faire prendre si facilement. Elle figure, sa cure de jouvence soudaine a dû l'affaiblir tellement que un trou du cul aléatoire l'a assommé avec un seul coup. Glenn glousse en admettant qu'elle a presque raison. Apparemment, quand il s'est transformé en ce cul maigre humain, déguisé, accidentellement, fait son corps aussi fragile qu'un putain de cure-dent. Il n'a pas vu ça venir, alors quand quelqu'un pas cher lui a tiré dessus par derrière, il s'est éteint immédiatement. Fondamentalement son naturel, le système de défense est maintenant aussi efficace qu'un serviette, mais heureusement il peut encore monter ses défenses s'il a vraiment besoin de... Alicia se demande pourquoi Clan n'a pas encore éclaté les culs. Clan explique calmement que, puisqu'il est maintenant sous couverture en tant qu'humain, il a l'intention de garder son vrai, les pouvoirs du roi démon du badass sous les wraps, jusqu'à ce que Luna soit assez vieille pour hériter du trône. En plus, il veut vraiment laisser les choses se dérouler. Alors il peut en savoir plus sur les humains, surtout pourquoi ces schkuks innocents. J'ai été kidnappé en premier lieu. Alicia le regarde comme s'il était un idiot, avant d'expliquer franchement à son cerveau sans aucune idée qu'ils ont évidemment été capturés par des bandits qui prévoient probablement de vendre leur cul malchanceux aux commerçants d'esclaves de toute façon. Elle supplie rapidement Clint de ne pas juger tous les humains, basés sur ces scumbags voleurs, parce que les bandits sont littéralement le fond du baril de l'humanité. Peu de temps après, le chariot s'arrête à la base délabrée des bandits. Et ils sont immédiatement divisés en deux groupes, des hommes d'un côté, des femmes et des enfants de l'autre. L'un des captifs fait soudainement une course pour un clairement en marre de ces conneries. Alors Dagarn, l'un des leaders de bandits, regarde l'idiot sprinter, souriant, avec suffisance, sachant que le gars vient de signer son propre mandat de mort. Assez un autre bandit lance un poignard avec désinvolture au gars en fuite, l'empalant directement dans le dos et le laisser tomber plus vite qu'un sac de pommes de terre. Avec ce crétin en permanence hors de commission, Dagron avertit calmement la viande fraîche restante. Ne pas essayer quelque chose de similaire, à moins qu'ils ne veulent aussi une lame décorer leur colonne vertébrale. Que son attention se déplace directement vers Alicia, il lui ordonne de le suivre. Et avant qu'elle ne puisse même protester, il la traîne grossièrement vers sa chambre. Déterminé à aller au fond d'elle, Melon Glenn se tient alors de manière incertaine jusqu'à une femme nommée Karma, qui semble être en charge de la manipulation, la section des femmes et des enfants de cette charmante opération de traite des êtres humains, remarque qu'il espère repérer Luna dans ses bras. Karma appelle son serviteur Neru, dont le travail désordonné est essentiellement garderie pour les nourrissons kidnappés. Ensuite, nous apprenons que les bandits, la cachette est située dans une carrière abandonnée, et profondément, au bas de cette fosse de cul sommaire, se trouve une mystérieuse piscine d'eau, et tout en bas de cette piscine, se trouve une lame rouge légendaire. Bien sûr, c'est gardé par quelque chose de méchant, comme l'enfer, probablement un monstre assez fort, pour déchirer le visage de quiconque de toute façon, se révèle. Dagarn n'est pas exactement le fluage que je pensais qu'il était en Simone, parce qu'il traîne juste Alicia directement à Vrogo, le connard jouant actuellement le leader des Crows, à la place du vrai boss Zosak. Apparemment, Rocco a organisé un petit coup d'état, volé la position du chien supérieur, et personne n'est assez stupide pour se plaindre. Depuis sa bête de compagnie Betty est une machine de meurtre littérale, capable de transformer n'importe qui en bœuf haché. Alicia reconnaît immédiatement Betty comme un vicieux, démon occidental, et est stupéfait qu'un stupide comme Rocco a réussi à l'apprivoiser. Rocco discute avec désinvolture avec Betty, qui se plaint qu'elle s'ennuie, et veut jouer avec un homme humain. Avec un sourire tordu, Rocco lui dit de céder à l'un des crétins bandits malchanceux, qui a amené Alicia. Mais avant que Betty ne choisisse son jouet matin malchanceux, Rocco révèle enfin pourquoi il a convoqué Alicia. De toute évidence, ces hommes de main ont arraché les cristaux magiques. Alicia a attrapé de Clean Scribe, et Rocco sait exactement qu'ils sont du mont Moon, le repère de Big Bad Clevates. Considérant cela plus le fait, Alicia ne s'est pas immédiatement expédiée. À la présence de Betty, Rocco déduit qu'elle est l'un des 13 héros de Hayden. Envoyer une mission suicide pour éliminer les Clevatas. En supposant qu'Alicia était retournée à Hayden, chargée de ces cristaux, Rocco décide de laisser tomber une bombe. La capitale royale de Hayden a déjà été anéantie par Clevatas, mais cette petite apocalypse n'est pas vraiment de mauvaise nouvelle pour les affaires tordues de Rocco. Il clignote fièrement une épée rougeâtre, affirmer que c'est une lame de mana hydrate, qui ne se cache et ne savent que la royauté. Bien sûr, l'épée de Rocco est faker, qu'un billet de 3 $, et les corbeaux ont arnaqué les gens à gauche et à droite. Avec ces imitations maintenant, que toute la famille royale s'est officiellement déconnectée, permanent le prix de ce mana téléphoné, les épées Itarites sont devenues extrêmement précieuses. C'est un enfer d'un programme de maquillage. Si le cul gourmand de Rocco n'est pas satisfait parce qu'il est après quelque chose encore plus grand, les épées hydraites les plus pures légitimes, fabriquées personnellement par les rois d'Hydra,
est remis exclusivement à leur héros, Rocco assume avec confiance. Tous les autres héros ont déjà eu leur cul. Je leur ai remis par Clevetus, accusant Alicia d'avoir abandonné son équipage pour sauver sa propre peau. Il demande à Alicia Spill où diable est sa propre arme, plus les armes de ses 12 à Sponcadressates. Alicia reste obstinément silencieuse, pisser Rocco encore plus. Alors il ordonne Dagar Nessable pour ramener son cul dans le repère de Clevetes, pour trouver ses précieux trésors. Dagar, montrant une rare étincelle de cerveau, suggère que ce serait peut-être plus intelligent d'avoir Alicia Chase. Après, un autre trésor, ils ont regardé, mais Rocco s'en tient à ses armes, insisté sur le plan d'origine avant de les envoyer. Rocco raconte à Dagar et Satch, ils sont libres de se réchauffer avec Alicia. Cependant ils aiment s'assurer qu'elle ne causera pas de problème pendant le voyage. En même temps, Clint s'est retrouvé à travailler comme serveur à la merde. Little Inn, dirigé par Karma, regardez les bandits essayant de flirter avec le Karma, fait du nettoyage en silence, se demandant vraiment comment ces salauds louches ont réussi à exister, sans spontanément combustion de leur propre cachette. D'autre part, Nero est occupé à nourrir Luna son lait légendaire, tout en doublé en tant que serveuse, et malheureusement, les clients abusent constamment de l'enfer d'elle. Glenn sert patiemment de la viande à ses voyous à faible vie, impressionnant les idiots avec son étrangement. Karma de comportement obéissant cependant, se sent mal à l'aise autour de Glenn. Tout le monde ici suppose juste qu'il est une sorte d'ogre, à cause de ses cornes, mais de sa peau pâle et de sa glace froide. Le regard de tueur ne correspond pas tout à fait à ce profil. Soudain, deux bandits particulièrement dégoûtants, décidés de harceler Naru, la traîner dans un endroit privé. Pour leur divertissement tordu, ils passent toute la nuit à la torturer, la laissant meurtrie et battue. Mais Naru reste silencieux, endurant silencieusement les abus. Et une fois que ces scumbags sont enfin terminés, elle boite tranquillement dans l'auberge, pour nourrir à nouveau Luna. Comme rien ne s'était passé quelques instants plus tard. Les deux mêmes salauds qui brutalisent Nero commençaient soudainement à se sentir étourdis et faibles comme l'enfer. Avant même de réaliser ce qui se passe, ils disparaissent directement de l'existence. Il s'avère que Klein était derrière leur départ brutal, servant tranquillement une justice glacée pour Nero. Quand Naru revient à Luna, elle trouve l'enfant en toute sécurité dans les bras de Clint, totalement, sans aucune idée de ce qu'il vient de faire à ses tourmenteurs. Sa seule préoccupation est de nourrir à nouveau Luna. Alors elle prend le bébé et la porte doucement vers un hangar à proximité pour la soigner en paix. Clint la suit tranquillement à l'intérieur et s'assoit à côté d'elle, demandant à Naru de lui parler d'elle-même. Il est curieux si elle fait réellement partie de ces corbeaux. Les connards et quel est exactement leur accord. Nara hésite une seconde, incertain de comment expliquer, mais Clench l'encourage doucement à continuer à parler. Insisté, il est vraiment intéressé à entendre son histoire et rien de plus. Nero commence tranquillement à renverser sa trame de fond tragique, révélant qu'elle a passé toute sa vie misérable, coincée dans ce trou de merde, sans identité. Au-delà d'être membre du gang Crows, elle n'a jamais connu son père et ne se souvient que vaguement de sa mère. Enfant, tout ce qu'elle a jamais vu était le dos de sa mère, et elle a appris tôt que sa mère était essentiellement juste un surf ayant aperçu des gens cruels. La traitait mal quand elle avait 12 ans. Sa maman a soudainement disparu sans trace. Nero n'a jamais découvert si sa maman est morte, ou juste boulonnée pour échapper à cet enfer, mais elle a rapidement appris de quoi sa mère l'avait protégée. La même nuit que sa mère a disparu, et certains des corbeaux ont pris d'assaut sa chambre pendant qu'elle mangeait et la faisait gravement. Depuis lors, la vie s'est transformée en un cauchemar implacable. Les hommes vicieux l'ont giflée quotidiennement, la traitaient pire que le bétail, jusqu'à ce que Karma finisse par intervenir. Karma a eu pitié de Nero, chaleureusement, expliquant que si elle a appris à les rendre heureux, il pourrait en fait la laisser seule un peu. Cette nuit, Nero a décidé de suivre les terribles conseils de Karma et a commencé à apprendre à faire ce qu'elle avait pour survivre. Bien qu'elle savait qu'elle ne pourrait jamais égaler le niveau de Karma, sa vie s'est légèrement améliorée. Du moins maintenant, elle avait du travail et pouvait nourrir des nourrissons comme Luna, merci à son approvisionnement en lait, inhabituellement abondant. Donc, d'une manière tordue, elle se sentait satisfaite. Glenn interrompt soudainement, confond l'enfer, en demandant franchement comment diable elle a du lait sans enfant. Nero admet tranquillement qu'elle était enceinte une fois, mais cela s'est terminé par une mortinescence tragique. Le bébé se déplaçant en elle était la seule chose qui le gardait sain d'esprit. Mais quand les sages-femmes lui ont dit que l'enfant était mort, elle a coulé dans un désespoir gelé. Honnêtement, elle était tout à fait d'accord pour décéder, pensant qu'elle pourrait au moins retrouver son enfant perdu de l'autre côté. Mais juste comme elle était prête à lâcher prise, elle a soudainement senti de la chaleur à nouveau. Ses yeux se sont ouverts pour voir un 6 au hasard. Bébé d'1 mois suce désespérément son melon, essayait de survivre. Voir ce petit étranger se battre si dur pour vivre, lui a donné un nouveau but. Elle a ramassé le bébé, lui a nourri, et a trouvé un nouveau sens dans sa misérable existence. Depuis lors, elle a nourri d'innombrables autres enfants, qui s'est retrouvée à la base du corbeau, chacun lui rappelant que sa vie avait de la valeur. Elle avoue. Elle a même essayé 2 fois plus pour avoir des enfants, mais les 2 temps se sont terminés par chagrin. À présent, Clance en avait assez de cette histoire SOB, lui disant frapper de se taire déjà. Et de nulle part,
Il demande à Naru si elle veut le suivre. Comme le personnel de Luna, infirmière mouillée, il insiste sur le fait qu'il n'essaye pas de la prendre, ou quoi que ce soit de bizarre. Mais il ne peut pas aussi penser à une putain de raison, ne pas l'emmener plus. Luna l'aime clairement tellement, il aurait définitivement sauvé le traitement des pleurs de Luna, les crises de colère, en faisant une victoire totale pour lui. Luna tape doucement Naru, comme s'il l'exhortait à venir avec eux, et Glenn répète franchement son offre. Il demande si elle préfère devenir la personne personnelle de Luna, infirmière mouillée, ou elle préfère rester ici, s'utiliser et blesser par ces bandits sales. N'hésite jamais, elle sait très bien, c'est une opportunité unique dans sa vie, mais pour autant qu'elle sache, Clint n'est qu'un autre esclave, et l'atmage à lui se sent à court terme comme l'enfer. Elle admet tranquillement qu'elle souhaite que les choses soient différentes, mais dit à Glenn qu'elle ne peut pas l'accompagner. Elle explique doucement que tant qu'il est esclave aussi, elle ne peut pas avoir confiance qu'il pourra la protéger. De plus, il y a beaucoup d'autres enfants impuissants ici, qui dépendent d'elle pour la survie. À contre-cœur, elle remet Luna à Glenn, leur donne un dernier regard triste, et s'éloigne tranquillement. Entre-temps, les connards bandits traînent Alicia vers un coin bridge de queue et la force à sortir dessus. À mi-chemin, elle s'arrête et regarde. Faire rire les bandits. Ils l'avertissent moqueusement. Se sauter de cette hauteur serait un billet rapide, directement en enfer. Mais Alicia regarde en fait autre chose, entièrement, des gemmes brillantes, reposant au fond de la rivière en dessous. Elle reconnaît instantanément l'endroit, et marmonne, dans l'incrédulité, avant que les bandits ne confirment joyeusement. C'est l'endroit exact où le héros légendaire. La guerre du cordon a mordu la poussière. Un courageux, désespérément captif avance, affirmant qu'il va plonger et récupérer ce que veulent les bandits. S'il le laisse juste et sa femme le demande frénétiquement. Rappeler ces scumbags qu'ils ont promis de les libérer? Mais dès que le pauvre gars plonge dans l'eau, les créatures monstrueuses émergent, et le déchiraient immédiatement en lambeaux, quitter la femme hurlée comme un enfer. Alicia se trébuche bien en sachant très bien, ces salauds couchés ne prévoient jamais de libérer le gars. Elle se rend compte avec peur que cet endroit est fondamentalement l'enfer sur Terre, infesté avec des monstres horribles d'Arvensis, qui a inondé leur monde il y a 300 ans. À l'époque, les gens avaient au moins un terrain solide pour se battre, mais même la guerre du cordon, le héros le plus fort de son temps, je ne pouvais pas gérer ces créatures cauchemardesques. Son épée légendaire, le séparateur de flux, reste dans cette rivière maudite à ce jour. Et maintenant ces salauds gourmands veulent quelqu'un de stupide, assez pour récupérer l'épée, même si c'est clairement impossible. Alicia furieuse, appelle les bandits pour être des scumbags complets, connaître très bien. Ils ont délibérément envoyé le pauvre gars à sa mort. Sans même prendre la peine de lier correctement sa corde, il se retourne sur elle, lui rappelant qu'elle n'est pas là pour les faire la leçon. Et le salaud qui va la discipliner, attend déjà qu'Alicia se tourne, pour voir le dégoûtant fifoire de voyou, sauter sur son pont, ouvertement lérine sur elle, et fantasme pour la déshabiller. Mais avant que Fido ne puisse même poser un doigt sur elle, Alicia brise soudainement une des siennes, main pour se glisser librement, arrache l'épée de lui comme un putain de boss, tranche à travers les cordes de pont, et saute dans les airs. Alors qu'elle tombe vers le sol en dessous, elle marmonne dans son souffle, espérant désespérément que Clint n'était pas des conneries. Quand il lui a assuré qu'elle ne mourrait pas, le gang regarde ensuite le réglage de la panique, et quand il repère le corps sans vie d'Alicia, et il réalise de toute urgence, elle était leur seule avance à localiser la perte de 13 armes de rechange. Au même moment, sur le sol ci-dessous, Alicia se réveille. Sa malédiction d'immortalité placée par Clevedas l'a ramenée à la conscience. Bien qu'elle ne puisse pas mourir à cause de la malédiction, il n'accorde aucun pouvoir régénératif, la laissant complètement immobilisée du coup. Sans aucune idée de comment procéder, chaque os de son corps se sent brisé, et une perte de sang substantielle lui rend impossible de se déplacer seule. Elle sait que rester non découvert par les bandits est crucial. Alors, elle a désespérément des difficultés, jusqu'à ce que son sang renversé commence à flotter vers le haut, invoquant Glenn, pour apparaître devant elle. Surpris par la forme inhabituellement petite de Glenn, Alicia apprend que sa taille actuelle est due à sa manifestation de la magie du sang qui soutient son immortalité. Glenn explique que ce sang magique est essentiel à sa survie. Si elle saigne complètement, elle mourra vraiment. Mais si Alicia continue de s'avérer utile, Clint promet de reconstituer tout son sang, permettant à son corps de guérir complètement les blessures. Soulagée par cette assurance, mais remarquez, Clint n'a pas encore commencé la guérison. Alicia demande pourquoi il hésite. Clan lui assure qu'il va la guérir, mais il a d'abord besoin de son aperçu de quelque chose. Il a récemment identifié Naru comme le candidat idéal pour servir d'infirmière humide de Luna. Malgré Clint, même avec ses sens démoniaques, reconnaître les mauvais traitements sévères que Naru souffre ici. Quand il lui a offert une chance, et s'échapper à une vie bien meilleure, en tant que gardien de Luna, elle l'a refusé de manière choquante. Clan cherche à comprendre pourquoi Nero a rejeté une telle proposition bénéfique. Alicia suppose que le clan est probable que le clan soit impuissant. Un esclave incapable de réaliser ses promesses. Groupe de bandits comme le leur, ne laissez jamais volontiers quelqu'un partir, traquer sans relâche les évadés.
Ayant grandi dans un environnement si dur, Naru croit probablement que la liberté est un rêve impossible. Glenn demande à Alicia s'il y a une solution à ce problème, et Alicia suggère que l'option la plus simple serait éliminer tous les bandits de la base, sans que personne ne poursuive la poursuite après Naru. Elle serait beaucoup plus encline à accepter la proposition de Glenn. Alicia souligne qu'avec l'immense pouvoir de Clint, essuyer l'ensemble du groupe de bandits devrait être facile. Mais Clint refuse, soucieux d'attirer l'attention indésirable. Il ne peut pas se permettre de révéler son absence de la montagne. Craignant les autres, pourrait saisir l'opportunité de attaquer plutôt le territoire de la Manivection. Glenn insiste sur le fait qu'Alicia devrait le gérer. Raisonner, ce ne serait pas inhabituel pour un héros comme elle. Pour éliminer un groupe de bandits pendant son voyage, Alicia tente de se disputer, mais Clint interrompt et insiste sur le fait qu'elle accomplit la tâche, inondant immédiatement son corps de sang infusé magique, pour restaurer sa force peu de temps après. Les bandits sont arrivés au fond de la grotte. Pour localiser le corps d'Alicia, ils sont horrifiés pour assister à son corps. Les obos anormaux se remettent en position, et les tissus réparés rapidement, soumettre Alicia à une douleur inimaginable. Finalement, son corps guérit complètement. La laissant complètement restaurée, les bandits sont étonnés par sa survie, mais changent rapidement leur concentration, croire qu'ils peuvent encore forcer Alicia pour les guider vers les 13 insignes. Conscient de son statut de héros, ils continuent avec prudence, mais se sentir confiants en leur nombre. Un mangeur bandit charge bêtement à l'avance seul, frappant l'épaule d'Alicia. Cependant, par rapport à sa récente agonie, ce coup est insignifiant. Alors Alicia saisit rapidement son bras, offre un coup de poing puissant à son visage, et revendique son épée et son patch pour les yeux. Malgré sa réticence à se battre, elle reconnaît les bandits comme des menaces irrémédiables, qui doit être éliminée avec Alicia, manipulant les bandits. Clint se concentre maintenant sur la localisation de Meru, et la convaincre que l'évasion est vraiment possible. En attendant, Meru retourne à la taverne, accueilli par un Karma inquiet. Karma exprime sa préoccupation concernant les abus constants. Naru endure. Frustré par sa propre incapacité à arrêter les bandits, Naru apprécie profondément la gentillesse de Karma, mais reconnaît la charge de travail qui les attend. Incitation. Karma, pour demander doucement à Naru de commencer à laver la vaisselle. Karma voit Naru semble inhabituellement gai, pour quelqu'un qui vient de se faire mal, et demande tranquillement si quelque chose de bien lui est arrivé. Mary hésite, ne l'appelle pas exactement, mais admet que cela l'a rendue heureuse. Elle demande curieusement à Karma si elle sait quelque chose sur le monde extérieur, attraper complètement le Karma au dépourvu, parce que Mary n'a jamais manifesté son intérêt pour ce sujet auparavant. Karma se demande prudemment pourquoi Naru voudrait savoir, alors Naru explique timidement. Elle est née dans ce camp, et n'a aucune idée de ce que c'est. Mais le Karma a été amené ici, ce qui signifie qu'elle doit avoir des histoires à partager. Karma reconnaît tranquillement, elle connaît le monde extérieur, mais admet que ce ne sont pas des souvenirs agréables. Comme la plupart des femmes qui se sont retrouvées ici, leurs maisons ont été détruites, ou ils n'ont tout simplement jamais eu de maison en premier lieu, faire de leur vie passée quelque chose dont ils discutent rarement. Curieux et un peu inquiet, Karma demande pourquoi Naru se soucie soudainement de l'extérieur. Alors Naru répond innocemment que quelqu'un a demandé si elle voulait partir. Karma, instantanément furieux, lui gifle la merde, et la gronde durement, pour dire quelque chose de si dangereux, à haute voix, surtout avec des bandits qui traînent toujours autour de la taverne. À ces bandits, ce sont des esclaves jetables, qui peuvent être jetés de côté, chaque fois qu'ils ne sont plus utilisables. C'est pourquoi toutes les filles étaient toujours collées ensemble, et cherchaient les uns les autres, et si Niru veut survivre ici, elle ne peut pas se permettre de dire des choses aussi insouciantes comme ça. À ce moment tendu, Rocco entre dans la taverne, avoir clairement entendu leur conversation, immédiatement, faire du Karma inquiet, de ce qui pourrait arriver ensuite. Nerveusement, elle essaye d'agir décontractée, demander à Rocco ce qui le ramène ici, puisqu'il visite rarement la taverne. Rocco répond calmement qu'il a entendu dire qu'il y avait un bébé autour, et est venu le vérifier. Karma rapidement, mais Jess Naru, lui demandant de dire à Rocco où est Luna. Naru dit avec désinvolture. Le bébé était dans les écuries la dernière fois qu'elle a vérifié, et Rocco annonce qu'il va jeter un coup d'œil lui-même. Cependant, tout comme il est sur le point de partir, Rocco ordonne soudain à Nero de venir avec lui, et le sang de Karma est immédiatement froid. Elle peut dire par son ton exactement ce que cela signifie, et ça ne peut pas être bon. Karma essaye désespérément de parler pour Nero, mais comme elle ne détient aucun pouvoir ici, il n'y a rien qu'elle puisse réellement faire. Étroit, sans aucune idée de ce qui l'attend, suit docilement Rocco. Une fois qu'ils sont partis, Karma claque avec colère ses mains sur la table. Submergé de culpabilité et de frustration, Naru était le seul autour de qui pouvait nourrir les bébés. Mais Rocco s'en fichait clairement moins. Karma essaye de se convaincre, il n'y a rien qu'elle aurait pu faire, et se dit amèrement que Naru a apporté ce destin sur elle, en parlant ouvertement d'évasion devant Rocco. Mais peu importe combien elle le rationalise, elle ne peut pas secouer la grosse culpabilité, peser son cœur juste alors. Glenn marche dans le transport de Luna. Karma, surprenant car elle ne l'avait pas entendu s'approcher, elle se calme rapidement, pensant qu'il devait venir laisser Luna infirmière. Le Karma lui dit avec regret que Nero a été emmené, et ne reviendra probablement pas.
Elle déteste ça, mais c'est comme ça que les choses se passent ici. Glenn ne comprend pas ce que signifie le karma, et demande qu'elle clarifie immédiatement. Voir l'intensité dans les yeux de Glenn, Karma se rend rapidement compte, il est très sérieux pour assurer leur sécurité. En même temps, Rocco guide Neri sur une cage d'escalier cachée, dans une zone dont elle ne savait pas exister. Malgré avoir passé toute sa vie dans ce camp, Naru est fasciné, comme l'explique Rocco, que ces tunnels faisaient autrefois partie d'un énorme minerai magique. Minerai? Les minerais magiques ont des tonnes d'applications. Même une lampe Rocco porte est alimentée par des minerais magiques, mélangés avec de l'huile d'insecte pour créer sa flamme. Avant de se transformer en bandite, Rocco a passé beaucoup de temps à rechercher des minerais magiques et comment les mélanger avec différents liquides pour produire des effets uniques. Et comme il le mentionne avec désinvolture, Nero remarque les crânes dispersés sur le sol. Mais Rocco, avec un sourire méchant, affirme avec dédain ce n'est que des os de rat, l'assurer que ce n'est rien à craindre. Soudain, Rocco éteint la lampe, plongeait le tunnel dans l'obscurité complète. Naru panique instantanément, le suppliant désespérément de rallumer la lumière. Rocco se conforme calmement, et quand la flamme reflète, Nero est horrifié de découvrir le monstre de compagnie de Betty Rocco. Imposant, juste derrière elle, l'air si affamé fièrement. Rocco explique, ses recherches l'ont conduit à un mélange spécial, qui conçoit le contrôle des démons comme Betty. Cette découverte est précisément pourquoi il est maintenant le leader de cet impitoyable bandit gang. Et en tant que leader, il peut se permettre de laisser quelqu'un comme Nero vivre, après avoir exprimé ouvertement son souhait de s'échapper. Ainsi, il a décidé que Betty gère l'exécution de Nero. Personnellement, la réalité frappe durement Nero, alors que la peur le traverse, et elle essaye frénétiquement de s'échapper. Donc Rocco donne froidement la commande à Betty, et le monstre commence rapidement à poursuivre Nero. Alors que Nero trébuche et lutte pour fuir, elle se souvient amèrement de l'offre de Clint. Elle regrette profondément le rejeter, sachant que si elle avait dit oui, les choses auraient pu se terminer différemment. À droite, Nero remarque Clint se tenir à l'extrémité du tunnel, tenir Luna et son cœur se brise. Comme elle réalise, elle ne pourra plus jamais s'occuper de Luna. Généralement, c'est exactement quand Glenn la sauverait héroïquement. Mais malheureusement, Nero est rapidement dévoré par Betty. Avalé entier, et apparemment parti pour toujours, Luna fondit immédiatement en larmes, après avoir été témoin d'une vue si horrible, mais Glenn la réconforte doucement. Expliquer, c'est simplement ainsi que le monde fonctionne. Les bêtes magiques doivent aussi manger, donc blâmer Betty est inutile. Si quelqu'un est en faute, c'est Glenn lui-même pour arriver trop tard. Il est vraiment frustré de perdre quelqu'un d'aussi précieux que Naru. Mais il n'y a rien qu'il puisse faire maintenant. Le clan déplace alors calmement son attention vers Rocco, perplexe à la façon dont un fier troll des forêts occidentales pourrait jamais servir un faible granin avec un visage dentaire comme lui. Brock est complètement stupéfait par l'audace de Glenn pour l'insulter. À une époque comme celle-ci, il est également déconcerté sur la façon dont Glenn a même atteint cet endroit, mais finalement, ça n'a pas d'importance. En colère, il ordonne également à Betty de consommer Clint. Mais Betty refuse de se déplacer, choquant. Rocco regarde son monstre habituellement obéissant. Pour être rencontré avec une vue qu'il n'a jamais vue auparavant, Betty tremble dans une pure terreur. En fait, elle a tellement peur qu'elle vomit involontairement Naru, qui émerge gravement brûlé par l'acide gastrique, et manqué à la fois un bras et une jambe. Malgré les blessures et les défigurations horribles, Nero s'accroche en quelque sorte à la vie. Sans hésitation, Clance neutralise rapidement l'acide, couvrant le corps de Nero et place doucement Luna à côté d'elle, le laisser offrir du réconfort pendant ces derniers instants. Il alors, discrètement, envoie une de ses ombres pour porter tranquillement les deux Luna, et le Naru gravement blessé. Tandis que Rocco est distrait. Quand Rocco se retourne pour affronter Clint à nouveau, il est tout à fait choqué de découvrir que Luna et Naru ont disparu, confus et enragés. Rocco suppose que Glenn doit avoir utilisé une certaine forme de magie, mais assez amusant, Glenn lui-même n'a absolument aucune idée de ce que la magie signifie même. Rocco assume. Glenn prétend ne pas savoir ce qu'est la magie, parce que la magie est la seule possible explication pour toutes les choses étranges qu'il a faites. Fondamentalement, la magie implique de mélanger les pierres magiques avec d'autres ingrédients étranges pour créer des effets spéciaux. Par exemple ceci, du médicament bizarre caché dans le manteau de Rocco est fabriqué à partir de pierres magiques, quelques herbes rares et les larves d'une mouche parasite désagréable. Quand quelqu'un l'inhale, il devient stupide comme l'enfer. Sauf Rocco lui-même, évidemment. C'est exactement comme ça qu'il a rendu Betty si obéissant. En premier lieu, sans hésitation, Rocco jette le médicament dans le feu, provoquant une vapeur à se propager rapidement dans l'air. Le moment que Betty l'inhale, son esprit devient vide et elle charge directement à Clint. Dans une rage, freine la frénésie de Clint fragile, le corps humain est frappé comme une poupée de chiffon, puisqu'il ne peut pas accéder pleinement à son vrai pouvoir. Sous cette forme, pendant qu'il vole dans les airs, rebondissant douloureusement sur les murs de la grotte, la seule chose qui traverse sa tête est pour pousser comme il est furieux à Alicia, pour ne pas l'avertir de toute cette chose magique. En parlant d'Alicia, elle est actuellement occupée à trancher à travers des bandits, comme ils sont de la viande à prix réduit, en ayant déjà laissé tomber 8 d'entre eux.
Malheureusement, il reste encore une foule entière à traiter, et l'épée bon marché qu'elle a glissée du premier bandit a déjà cassé en deux. Elle se rend compte qu'elle aura besoin d'une arme bien meilleure si elle va terminer tout ce gang. Alors elle fait une pause pour la partie inondée de la grotte. Environ 50 bandits en colère la poursuivent toujours. Et même si elle est immortelle, l'épuisement est un problème très réel. Si son énergie s'épuise avant que les bandits ne le fassent, elle a sérieusement foutu Alicia atteint la zone inondée, mais il y a déjà un paquet de monstres affamés, nager à la surface, prêts à grignoter. Sauter directement serait un suicide. Alors à la place, elle se précipite sur l'échafaudage en bois, prutire autant de bandits après elle. Une fois qu'un grand groupe l'a suivi, Alicia coupe rapidement les cordes, tenant l'échafaudage ensemble, envoie des bandits hurlants, s'écraser dans l'eau en dessous. Avec autant de bandits qui se précipitent soudainement dans l'eau, les monstres perdent la tête, et commencent à les déchirer. Profiter d'un buffet complet. Pendant que tout le monde est occupé à manger, Alicia se cache à l'intérieur d'un baril voisin. Puisque suffoquer à mort n'est pas un problème pour elle, elle attend patiemment, alors que le baril s'enfonce dans les profondeurs, la ramener en toute sécurité, au fond du lac. Exactement, là où l'épée légendaire attend. Mais en fait, réussir à retenir son souffle tout le long s'avère beaucoup plus difficile qu'Alicia ne l'avait prévu, et très bientôt la pression écrasante, et le manque d'oxygène angoissant, commence à lui donner un coup de pied, exactement comme si elle craignait que son corps devienne engourdi, sous la pression implacable de l'eau, et même si elle sait qu'elle est immortelle, et ne se noie pas ici. Se forçant à ignorer cet instinct écrasant, pour revenir à la surface, est une pure torture. Après ce qui ressemble à une éternité, elle brise enfin contre le sol, trébuchée du baril, dans un étourdissement désorienté. Immédiatement, la lueur cramoisie de l'épée légendaire attire son attention, brillant légèrement dans l'obscurité, et elle se traîne immédiatement vers elle. Malgré ses muscles qui hurlent de l'épuisement, Alicia sait bien d'âne qu'une fois qu'elle a attrapé cette épée, elle gagnera une puissance massive. Et se transporter hors de ce hellhole deviendra un morceau de gâteau, mais juste comme elle est sur le point de l'attraper, un énorme Blood Red Eye s'ouvre directement devant son visage. Et ce n'est qu'alors que fait l'aube sur Alicia, qu'elle n'est pas vraiment debout sur le lit du lac, mais juste sur le putain de retour d'un monstre colossal, qui vient de se réveiller grâce à son atterrissage maladroit. L'énorme bête commence à se lever de son sommeil, jette Alicia, comme une poupée de chiffon. Dans les courants violents, il la frappe, que cette abomination est exactement pourquoi le héros légendaire a mordu la poussière ici. Mais elle n'est pas sur le point de perdre sa concentration. Maintenant frénétiquement, elle se précipite une fois de plus vers l'épée, désespérée de saisir sa poignée, mais à ce moment-là, l'énorme créature ouvre sa bouche caverneuse, crée une aspiration puissante qui menace d'y relier son tout. Alicia ne peut pas combattre l'attraction folle, mais à la dernière seconde possible, elle parvient à arracher l'épée, tout comme le monstre serre ses mâchoires fermées sur son bras. Épinglée douloureusement entre ses dents déchetées, Alicia invoque une vague de force brute, de la puissance fidèle du flashback, rage alimentée, et avec un cri sauvage, elle brise la mâchoire du monstre. Enfin gratuit, elle regarde furieusement dans l'œil brillant de la bête, alors que l'épée légendaire commence à monter. Avec le pouvoir dans ses mains, sans manquer une seconde, elle le balance vicieusement, activer sa capacité de manipulation d'eau, se lancer en avant, à une vitesse boursouflée. Le gigantesque monstre donne immédiatement la poursuite, et Alicia ne peut toujours pas vraiment envelopper sa tête, le fait que quelque chose qui flippait massif existe réellement ici. Elle figure, ce cauchemar doit être l'un des anciens, bêtes terrifiantes des âges sombres, qui ne fait plus de mal déranger pendant des milliers d'années. En règle générale, ces monstres légendaires restent cachés, dans les coins les plus inaccessibles du continent. Mais ce trou du cul particulier s'est apparemment réveillé, merci au site Arcane Mining Humans ici, et ruiné son sommeil de beauté. Tout en traitant toute cette folie, Alicia voit enfin la surface approcher. Mais les plus petits monstres qui se cachent là-bas la remarquent. Aussi elle est douloureusement consciente qu'elle aura besoin d'oxygène, immédiatement si elle va avoir une chance de gagner ce combat foiré. Mais ceux qui ont faim, les petits salauds bloquent déjà son chemin. Avec une balançoire rapide de son épée, Alicia se propulse vers le haut, tranchant brutalement l'une des bêtes en deux, et enfin violer la surface de l'eau. Les bandits regardent une incrédulité absolue, perdre complètement leur mère d'avoir Alicia vivant encore. Mais avant qu'elle ne puisse même reprendre son souffle, l'énorme monstre sort du lac derrière elle. La vue de celle-ci envoie les voyous restants dans une frénésie hystérique, et immédiatement l'ancien déchaîne l'enfer, fouetter ses tentacules massifs, et écraser tout sur son chemin. Alicia n'a pas le choix, mais pour esquiver frénétiquement et reculer, depuis même ses meilleurs succès, rayer à peine la surface de ce géant, ça la frappe rapidement, que même un héros légendaire comme elle n'a aucune chance réelle. Aller en solo contre un monstre de cette échelle folle. Heureusement l'ancien décide de retirer sa rage sur les bandits de panique. Au lieu de cela, dévorer la plupart d'entre eux instantanément, et la poignée malchanceuse pour échapper à ses mâchoires, finir par les poissons monstres. Ne laissant que du chum dans l'eau, alors Alicia comprend son travail ici est officiellement fait. À ce moment-là, elle entend la voix de Clint résonner dans sa tête et jeter des regards à la recherche du salaud.
Il lui dit rapidement et lui parle par télépathie. Ajoutez que même s'il ne peut pas voir clairement ce qui s'est passé, le bain de sang qu'il sent tout autour signifie qu'elle a évidemment terminé sa mission. Alicia l'explose à travers leur lien mental, le maudire de ne pas l'avoir aidé quand elle se battait pour sa putain de vie, mais Clint la ferme calmement, dire qu'il a affaire à son propre spectacle de merde. Pour le moment, Alicia a du mal à imaginer quoi que ce soit qui pourrait déranger quelqu'un, comme un seigneur démon. Mais Clint explique, il fait face à une technique étrange. Il n'a jamais rencontré auparavant, et cette forme humaine qu'il porte suce bien plus que ce à quoi il s'attendait. Il se plaint qu'Alicia, j'ai oublié de lui parler de l'existence de Magic, lui promettant qu'une fois son retour, il la punira en conséquence. Stelly a déjà traité le troll dans un lavage de cerveau, et il se refroidit maintenant sur le corps du troll. Ailleurs, Rocco sprinte désespérément pour sa vie, criant en interne, sur comment la réclamation s'est avérée être un mage ridiculement puissant, qui, a tiré son troll comme si ce n'était rien. Dans sa panique aveugle, il trébuche sur le corps sans vie de Nero, avec bébé Luna broiling à côté, et dès qu'il voit l'enfant, une idée sinistre apparaît dans son esprit tordu, lui donnant un dernier coup, sale voyage de sa situation sans espoir. Pendant ce temps, Alicia se précipite pour se regrouper avec Clint, après avoir obtenu ses instructions, remarquant immédiatement le bizarre, la fumée cramoisie dérivant dans les airs. Clint en revanche, remarque rapidement l'épée. Alicia se cache maintenant maladroitement sous un tissu. Elle l'informe sans accent aigu. Elle est sûre comme l'enfer ne jette pas la lame. Après s'être presque tuée, essayez de mettre la main dessus. Clan pourrait honnêtement se soucier moins de l'épée en ce moment, mais parce que ça étrange, la fumée rouge est sérieusement en train de jouer avec ses sens. Il informe irritablement Alicia que, bien que les humains et les animaux normaux ne semblent pas affectés, ça le jette complètement déséquilibré. En tant que seigneur démon, il ne peut pas sentir rien. Ses oreilles n'arrêteront pas de sonner. Et franchement, il est énervé. Clan Bro, en frustration, dire que s'il revenait à sa vraie forme, il pouvait effacer toute la zone. Et effacer cette fumée irritante, instantanément, mais il n'y a aucun moyen en enfer. Il devient nucléaire. Jusqu'à ce qu'il sait exactement où est Luna. Alicia panique immédiatement, en découvrant que Luna n'est pas avec Clint, mais il la rassure rapidement. Dire que le gamin n'aurait pas dû aller loin. Il alors exige que Alicia renverse tout ce qu'elle sait sur la magie. Elle explique que seule une poignée de personnes peuvent le retirer, en canalisant l'énergie cachée à l'intérieur du site arcane. Alicia admet avec frustration qu'elle suce personnellement à la magie, malgré une certaine théorie, et Clem l'appelle sens inutile. Alicia explose en déchaînant un torrent de malédiction à Clem. Mais il ignore complètement sa diatribe, et décide qu'ils doivent se déplacer rapidement et localiser Luna et Naru. Reconnaître qu'il y a une chance, les deux pouvaient déjà être morts. Le sang d'Alicia est froid à entendre ces mots effrayants, et elle demande nerveusement Clint ce qu'il fait si Luna est vraiment morte. Sans un soupçon d'émotion, il répond qu'il perdrait immédiatement tout intérêt pour l'humanité, faire réaliser Alicia avec horreur que ce scénario serait absolu. Pire cauchemar. Déterminée à sauver l'humanité de la colère de Clint, Alicia commence urgemment à la recherche de Luna, trébuchant rapidement sur une trace de sang frais. Elle demande à Clint si Néron avait saigné, et il le confirme. Alicia devine que Néron se traîne le long où quelqu'un l'attire. De toute façon, ils ne seraient pas allés loin, ce qui signifie qu'ils ont besoin de bouger leur cul en ce moment. Pendant ce temps, Néron est à peine vivant. Tenir désespérément sur la jambe de Rocco, à chaque lampe de force qu'elle a laissée, déterminée à protéger Luna, même si c'est sa dernière putain de souffle. Rocco est complètement énervé, continue à maudire, et à donner des coups de pied brutalement à Naru, lui ordonner de lâcher prise, mais elle refuse obstinément. Rocco est désespéré de secouer Nero. Alors il peut fuir avec Luna. Depuis plus tôt lorsqu'il a essayé de saisir l'enfant, le cri de Lina a fait exploser sa lanterne magique spectaculairement. Cela lui a fait réaliser que Luna possède clairement un talent magique fou. Et étant un cachette à sang pur, il pourrait même appartenir à la famille royale. Frustré, Rocca soulève sa lame pour couper le poignet de Nero et enfin se libérer, mais juste à ce moment, Alicia éclate sur la scène. Lui ordonnant furieusement de s'arrêter, Rocca se fait simplement chier, exigeant de savoir ce qui est arrivé à ces hommes, qui a poursuivi sa Clem, lui répond froidement, avec désinvolture, mentionnant que ces hommes se sont retrouvés comme des collations de la bête noire. Rocco panique maintenant, menaçant désespérément Alicia et Clem, ne pas se rapprocher ou aider à couper les minuscules doigts de Luna. Clem, complètement imperturbable, ose le salaud pour aller de l'avant. Se moquer de lui qui peut juste guérir les blessures de toute façon. Alicia interrompt rapidement Clint. Le gronder que même s'il répare les blessures de Luma, il ne peut pas guérir les cicatrices mentales ou laisser derrière. Elle insiste sur le clan. Tais-toi et laissez-la gérer cette négociation elle-même. Alors révèle, dramatiquement, elle a l'arme magique du héros légendaire. Rocco perd pratiquement sa tête quand il repère l'épée légendaire, mais Alicia le lance soudain dans le mur derrière lui criant pour le prendre. Elle lui instruit qu'il aura besoin des deux mains pour tirer l'épée, et promet que s'il laisse Luna indemne, elle le laissera garder l'épée et s'éloigner.
Broco commence à rire amèrement, appeler des conneries parce que pas de vrai héros, échangerait jamais une arme aussi puissante, juste pour un gamin convaincu. Maintenant plus que jamais, que Luna est vraiment du sang royal. Broco change ses tactiques, et exigences d'Alicia révèlent les emplacements. Des 13 armes légendaires. Elle et ses alliés possèdent. Si elle veut que l'enfant revienne, et Clint dit également à Alicia, abandonnez juste les putains de lieux. Remarquant dédain que ce ne sont que des armes. Après tout, Alicia, coldement dit à Rocco que les armes légendaires sont cachées à la partie la plus profonde du canyon, sous la montagne Luna. Mais l'avertit, il devra y transporter personnellement le cul, s'il les veut. Rocco glousse avec suffisance qu'il sera facile pour lui d'arracher ses armes, puisqu'il maîtrise plus d'un type de magie. Sans avertissement, il jette une mystérieuse poudre noire dans l'air, tape doucement Luna, pour surprendre l'enfant en pleurant, et déclenche la puissante magie de Luna. Instinctivement, l'énergie de Luna active le sort caché de Rocco, le camourait dans l'invisibilité, smirking avec confiance qu'il commence à s'éloigner, pleinement convaincu. Alicia et Clint ne peuvent pas le suivre maintenant. Mais juste comme il pense qu'il s'est éloigné, Alicia se matérialise soudainement directement sur son chemin, et le tranche sans effort directement en deux. Broco complètement déconcerté, halètement d'incrédulité, demandant comment diable elle l'a trouvé. Alicia explique froidement que, même s'il devenait invisible, et étouffait tout le bruit qu'il a fait, elle pouvait encore clairement entendre Luna pleurer. Pendant ce temps, Glenn récupère Luna et brosse la poussière d'invisibilité de l'enfant. Alicia amèrement décide de laisser le cadavre de Rocco rester invisible, tournant rapidement son attention vers Neru, réalisant avec gratitude que Luna n'a survécu que parce que Neru l'a protégée, avec chaque dernière once de force qu'elle avait. Alicia demande désespérément à Clint s'il ne peut pas la sauver, mais il répond froidement qu'il ne peut contrôler qu'une seule marionnette zombie à la fois. Et le corps de Nero est beaucoup trop endommagé pour sa capacité de régénération seule. Il dit avec désinvolture, il pourrait potentiellement obtenir des pièces de remplacement ailleurs, mais ce serait beaucoup plus facile de la laisser mourir. Alicia lui prend immédiatement, criant furieusement, comment diable il pourrait abandonner une femme qui a tout sacrifié pour protéger son enfant. Passionnément, elle déclare que si elle était mère, elle aurait absolument fait confiance à quelqu'un comme Naru pour regarder son enfant et entendre le discours sincère d'Alicia. Clint grave et décide enfin de sauver Naru. Mais il avertit Alicia qu'elle devra mourir temporairement, parce qu'il rencontrera chaque morceau de mana, il a investi en elle sans hésitation. Alicia dit hardiment, elle n'en fait plus pas si elle doit mourir à nouveau, pour quelqu'un d'autre après tout, elle est le héros effrayant. Alors la palourde prend ses mots à leur valeur nominale, tue instantanément ces instants plus tard. Nero se réveille complètement confus, comme elle se rend compte qu'elle est encore en quelque sorte vivante. Encore plus choquant qu'elle découvre, son corps a été complètement reconstruit par Clint. Pendant le processus de guérison, Naru demande avec hésitation s'il est lui qui lui a sauvé la vie, et Clint le confirme avec désinvolture. Ajoutez qu'elle devrait vraiment remercier le héros. Il explique que la guérison de Naru a pris plus de temps que prévu, provoquant le fait que le corps d'Alicia commence à se décomposer, mais maintenant qu'il a restauré le mana d'Alicia, elle devrait se réveiller sous peu. Quelques secondes plus tard, Alicia s'est réveillée, semblant dramatiquement comme si elle était un breakdance, paniquant immédiatement à propos de son épée manquante. Clan ignore ses bouffonneries, informant calmement Meru qu'elle a renommé, et à partir de maintenant, elle viendra sous le nom de Nelulu. Il remet Luna dans ses bras, lui disant fermement qu'à partir de ce moment, elle voyagera avec eux, et cette fois sans hésitation, Nelru accepte avec gratitude son offre avec un véritable sourire. Merci d'avoir regardé, vous abonner à ne pas manquer la partie suivante.